C'est officiel, mesdames et messieurs, on vit présentement la plus grande crise de l'énergie à travers toute l'histoire de l'humanité. Wouhou! Tout un moment historique, en effet. Mais oui, si on regarde l'histoire dans son ensemble, on peut remarquer qu'il y a plusieurs instances où la société a dû faire face à une pénurie de carburant. Et je pense que le meilleur exemple qui nous est familier, c'est la crise d'énergie de 1970. Qu'est-ce qui l'a causé? Principalement, ça a été causé quand l'Amérique du Nord a voulu supporter Israël dans ses conflits armés contre les pays arabes. Et en réaction, les pays arabes ont fait un blocus. Je sais pas si vous voyez les parallèles. Effectivement, les parallèles historiques sont présents, mais la différence principale quand on compare les deux crises, c'est que la crise aujourd'hui est nettement pire que celle de 1970. Et je parle pas juste en termes d'émotion, de comment est-ce qu'on la ressent, mais je parle en termes de métriques, de statistiques, comme on va le voir. Mais déjà, le secrétaire de l'énergie américain, Chris Wright, a donné son évaluation de la situation. Et il a affirmé que les prix de l'essence ne redescendront pas sous 3$ le gallon avant l'année prochaine. En fait, si je prends la citation complète, il disait Gas prices may not drop below $3 a gallon until next year amid shipping restrictions in the Straits of Hormuz. I don't know, that could happen later this year, that might not happen until next year, but prices have likely peaked and they will start to go down. Certainly, with the resolution of the conflict, you will see prices go down. Mais en bref, ce qu'il y a à retenir dans tout ce que je viens de dire, c'est que même si le conflit en Iran se terminait aujourd'hui et que le détroit était réouvert aujourd'hui, les répercussions vont quand même être prolongées jusqu'à l'année prochaine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps de transit des navires et la manutention du carburant, c'est tout un processus, puis ça crée du délai dans le réajustement du prix du pétrole, autant que ce soit à la hausse qu'à la baisse. Et quand on a interviewé le président Trump par rapport à l'analyse de son secrétaire de l'énergie pour avoir un peu sa réaction par rapport à ça, il a tout simplement répondu que non. Non, Chris Wright a totalement tort. Les prix vont revenir à la normale dès que tout cela sera terminé. OK, devant une telle réponse, on peut arriver à deux conclusions. Soit qu'il y a accès à de l'information secrète qu'on n'a pas, ou soit qu'il est dans le déni total. Mais en fait, il y a une troisième explication qui fait beaucoup plus de sens. Et c'est que ce qu'ils essayent de faire, c'est de rassurer le public pour préserver le vote républicain, parce qu'on va en reparler plus tard, mais les républicains voient venir la catastrophe politique qu'ils vont devoir faire face. Juste à regarder la Virginie, par exemple. Mais présentement, en Amérique du Nord, l'essence se situe autour de 4,20$ le gallon. C'est encore très élevé. Et on estime une stabilisation autour de 3,90$ à 4$ le gallon. Mais juste pour comparer, avant la guerre, c'était à 2,90$ le gallon. Donc là, c'est une augmentation de 1$, même si ça se stabilise. Et ça représente des dizaines de milliards de dollars supplémentaires chaque mois, dépensés par l'Amérique et l'Europe. Au final, c'est ça la conséquence la plus directe, parce que oui, on parle de l'instabilité, la bourse, tout ça, mais au final, c'est pas les entreprises qui vont absorber les pertes. C'est pas le gouvernement qui va sortir ça de son budget. Ça va être imposé sur la population, des gens comme vous et moi. Donc, quand je parle de dizaines de milliers de dollars, je parle que ça va sortir de nos poches collectives. Ça agit en quelque sorte comme une taxe généralisée sur tous les pays et tous les citoyens. Il y a aussi le prix du diesel à regarder, parce que ça passe souvent sur notre radar, à moins qu'on conduise au diesel ou qu'on travaille dans le secteur, mais son impact est là pareil. Les marges des camionneurs, surtout les camionneurs indépendants, vont être augmentées. Et de nombreuses entreprises vont déjà augmenter leur prix par rapport à ça. Les remorqueurs, ça a déjà été rapporté que pour eux, faire le plein coûte le double comparé à avant la guerre. Et cette augmentation de prix, encore une fois, ça va être imposé sur nous, le client, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez que votre voiture est en panne sur le bord de l'autoroute. Vous allez être forcé de prendre leur service. Vous allez être forcé de payer leur nouveau prix. Donc oui, pour revenir au sujet, on approche bientôt du 2 mois depuis le début du conflit. Et alors qu'avant, c'était beaucoup de spéculation au début de la guerre, là, on peut prendre du recul puis voir l'impact économique qui est assez évident. Le flux du pétrole est déstabilisé, la destruction de la demande a déjà commencé, la situation en Asie est catastrophique, on va en parler plus tard, les pénuries persistent. Il n'y a pas de retour à la normale avant un certain temps.
L'hélium aussi va être un problème critique bientôt. L'engrais, c'est rendu extrêmement cher et ça annonce assurément une hausse des prix des aliments dans les mois à venir. Et ça, encore une fois, même si la guerre arrêtait aujourd'hui, les aliments vont coûter plus cher. D'ailleurs, les experts anticipent déjà une crise de la famille en Afrique à cause de ça. Et juste pour revenir au président Trump, Trump est au courant de tout ce qui se passe. Et il sait très bien que le blâme est présentement attribué à son parti politique. La preuve, c'est qu'il y a récemment un analyse républicain qui a déclaré à Politico, juste ici, We're going to get killed in the midterms if the gas prices do not come down. Si je faisais la traduction, on va se faire écraser aux élections de mi-mandat si le prix de l'essence ne baisse pas. Donc, il a beau jouer le déni, contredire son secrétaire de l'énergie, Trump est conscient du problème économique. Et il essaie présentement de minimiser les dégâts politiques, faire du PR en quelque sorte. Déjà, il y a un article sur Bloomberg qui parle de l'impact global qui s'est cumulé durant les 7 semaines. C'est ça, ça commence à apparaître. Donc, inflation manufacturière, arrêt de projet, arrêt des projets de construction, les petites entreprises ferment. Pensez à ça, combien de temps est-ce qu'une petite entreprise peut encaisser les coûts supplémentaires? Si on regarde ensuite les chiffres de l'OPEP, une réduction de 27% de l'offre. Une hausse de 47% des prix du gaz depuis décembre. L'inflation a augmenté de 4%. 600 millions de barils qui ont été perdus. 600 millions. Donc oui, quand on met toutes ces données-là ensemble, on peut le dire de manière métrique, on fait face à la pire crise de l'énergie de l'histoire de l'humanité. Pire que celle de 1970. Et en plus de ça, ça arrive à une époque où on a tout construit notre société sur le fait qu'on dépend de sources d'énergie pas chères. Beaucoup plus qu'avant, en fait, parce que je veux dire, faites juste penser à tous les centres d'intelligence artificielle qu'on a créés à travers le continent. Ça demande une quantité astronomique d'énergie pour fonctionner. Combien exactement? Ils refusent de dévoiler les statistiques au public. Et je me demande pourquoi. Hein? Mais ça pour dire, le timing est très mauvais. Et ça va juste accentuer le problème. Et encore une fois, si on regarde les conséquences de la crise de 1970, le choc pétrolier a plongé l'économie dans un long ralentissement. Même après qu'ils l'ont réglé, même après que la crise se soit stabilisée, ils ont quand même continué de payer les conséquences pendant des décennies. Et ça a sévèrement handicapé toute une génération. Là, aujourd'hui, je regarde ça, notre génération pourrait vivre une situation pareille. Combien de temps avant qu'on s'en remette économiquement? Combien de temps avant que notre marché récupère? J'ai déjà vu certains de mes amis qui ont dû fermer leurs entreprises, leurs petites PME. D'autres qui ont perdu leur job à cause que l'entreprise où ils travaillaient a dû fermer. Ça, c'est des répercussions réelles. Paradoxalement, ça a été rapporté que les méga entreprises ont fait des profits records et qu'il y a un enrichissement accru parmi les riches. Donc oui, une preuve de plus que cette situation-là a longtemps dépassé les politiques de la droite versus les politiques de la gauche. Maintenant, c'est rendu un conflit générationnel. Et on n'a même pas encore parlé du pire. De tous les continents, l'Asie vit le pire de la crise de l'énergie. Parce que presque l'entièreté du pétrole qu'ils recevaient provenait du détroit d'Ormuz. Maintenant, ça fait presque 2 mois qu'ils en ont été complètement coupés. Je veux dire, si on regarde par exemple le New York Times, ils ont déjà accumulé des statistiques pour montrer à quel point la situation est grave. 92 000 vols annulés dans le monde, principalement en Asie du Pacifique. Pénurie de carburant d'aviation. Production industrielle en baisse. Usines contraintes de réduire leurs activités. Réduction du raffinement de nickel en faute de gaz et de soufre. Un rapport de l'ONU qui estime que 8,8 millions de personnes en Asie-Pacifique pourraient basculer dans la pauvreté. Le Financial Times, il parle de risque de famine, surtout dans la région de l'Indonésie. Exode massif des travailleurs vers les zones rurales, juste pour survivre. Les prix des médicaments augmentent. Les chaînes d'approvisionnement sont déstabilisées. Oui, c'est une catastrophe pour eux. Et si vous pensez que ça ne va pas nous affecter ici, pensez-y bien, presque l'entièreté de nos importations viennent de l'Asie. En parallèle, c'est aussi le plus grand exportateur de minéraux de terres rares. Même les secteurs technologiques vont être affectés. Le manque d'hélium que je parlais tout à l'heure va réduire la production de semi-conducteurs.
Non seulement d'un côté, je pense qu'il faut voir ce qui se passe en Asie comme un aperçu de notre avenir, potentiellement à quoi est-ce que les pays de l'Ouest doivent s'attendre. De l'autre côté, je pense que ça marque la fin d'une relation. Les États-Unis étaient supposés être leurs plus proches alliés, autant du point de vue économique que militaire. Or, leur société est présentement dans un chaos total à cause d'une décision unilatérale que le président américain a prise. Je veux dire, on a juste à suivre leur actualité. Leur premier ministre passe constamment le temps à faire des conférences de presse pour rassurer les populations asiatiques, pour les sortir de la panique. Et après ça, ils vont faire des négociations désespérées avec d'autres pays de l'extérieur pour acheter du pétrole. Honnêtement, je pense qu'ils vont jamais pardonner ça aux États-Unis. S'il y a une chose à savoir sur la culture asiatique, c'est qu'ils ont la mémoire longue. Je veux dire, il y a juste à regarder comment est-ce que la guerre de l'opium a monté la méfiance des Chinois envers l'Occident. Et ça, même à ce jour. Et je trouve ça vraiment ironique parce que les États-Unis ont travaillé depuis des années pour monter une coalition avec les autres pays de l'Asie pour isoler économiquement la Chine. Mais avec ça, ça vient de faire exactement le contraire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Le Japon, la Corée du Sud, la Taïwan, pour eux, c'est une trahison complète. Et ça va redéfinir leur relation avec les années à venir, autant pour les États-Unis que les autres pays. On va clore là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas, je vous encourage à faire votre propre opinion. Allez écouter d'autres sources d'analyse, d'autres opinions et sentez-vous libre de contester puis de me challenger dans la section commentaires. Aussi, comme d'habitude, like, subscribe, me supporter, vous connaissez la chanson, blablabla. Merci beaucoup. Bye. Prenez soin de vous.